La dernière fois, on a parlé du bouquin pour dompter son dragon, mais ce bouquin, il a eu une adaptation. Une adaptation qui est quand même relativement libre. Mais on va voir à quel point. À sa sortie, le premier livre de Cressida Cowell est un succès. Alors j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé le chiffre exact de vente à ce moment précis. Mais visiblement, ça allait. Et donc, à peine un an plus tard, ce succès va attirer un studio, DreamWorks Animation, qui en achètera les droits et en même temps intégrera dans ses rangs Bonnie Arnold, une productrice américaine qui avait déjà œuvré chez la concurrence avec Toy Story et Tarzan, et qui venait de connaître une nouvelle réussite avec Nos voisins les hommes. Et lorsque le coprésident Bill Damashek lui demande « Sur quoi est-ce que tu aimerais bien bosser maintenant ?» elle va lui répondre « Ce film avec des dragons ». Je sais pas si vous suivez, ça veut dire que pendant 2-3 ans, DreamWorks, qui a acheté les droits du bouquin, avait l'intention de rien en faire. Je sais que c'est assez commun dans les studios de cinéma, mais comme méthode pour jeter de l'argent par les fenêtres, on a rarement fait mieux. Peter Hastings est alors engagé comme réalisateur après avoir fait ses lettres de noblesse à la télévision sur des séries comme Tortue Ninja, Animaniacs ou Minus et Cortex. Et moi, j'aime bien Tortue Ninja, les Animaniacs et Minus et Cortex, donc ça va être bien. Et en plus, il se fait épauler par deux vétérans de la boîte. C'est qui? Lorna Cook et David Soren. Et... c'est qui? Lorna Cook et David Soren, je viens de le dire. Mais ils ont fait quoi? Ah, elle a réalisé Spirit et lui Turbo. Oui, sauf que là, on est avant 2010, donc c'est quoi leur palmarès à ce moment précis? Ah, rien du tout, ils s'improvisent juste réalisateur. En vrai, l'une des scénaristes ayant participé à Mulan et au Roi Lion, et l'autre a été storyboarder sur Shrek et l'Âge de Glace. Hastings, il a une volonté, celle de coller le plus possible au bouquin. Sauf que quelqu'un, là-haut, chez DreamWorks, se dit que ce n'est pas une bonne idée. Déjà, arrêtez tout! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Votre film, là, comment engraisser son dragon? Entraîner. Ouais, c'est ça ta gueule, y a un problème. Quoi donc? J'ai ouï dire que vous alliez respecter le bouquin. Ouais, enfin, ça semble logique, c'est une adaptation. Faut pas faire ça, parce que le bouquin, c'est quand même vachement pour les gosses. Oui, le plan, c'est d'en faire un film pour enfants. Non, faut changer l'histoire pour que ça me rapporte plus de pognon, pour que ça attire plus de gens. Il faut que le public vienne voir le film, sinon moi je deviens pas riche. En fait, sinon on n'arrive pas à partager cette grande passion pour le cinéma. Donc vous voulez un film pour adultes? Ah non, vous en faites toujours un film pour enfants. Ok, alors vous voulez qu'on garde quelle proportion? Ah mais rien du tout. Éventuellement le nom de 2-3 persos, mais le reste, poubelle. Sauf votre respect, monsieur. Vous seriez pas un peu con? Je vous demande pardon. Et c'est ainsi que Hastings s'est fait dégager du projet. J'aime les producteurs. Il sera remplacé par Chris Sanders qui débarque avec son partenaire de crime, Dean DeBlois, les deux ayant opéré de concert quelques années plus tôt sur le Lilo et Stitch de la firme aux grandes oreilles. Ce qui explique pourquoi les deux persos ont sensiblement la même gueule. Ça fait quand même beaucoup de personnes qui passent d'un studio à l'autre. Que veux-tu? Dans l'animation... Notre monde est tout petit. Et donc les deux vont proposer un script au producteur, qui est... fidèle au roman. Non mais, vous vous foutriez pas un peu de ma gueule? Et vu qu'on ne peut pas continuer à virer en boucle les réalisateurs qui veulent rester un peu trop fidèles au bouquin, on lui demande de changer 2-3 trucs. À peu près tout. Donc on va regarder ce qu'ils ont changé dans l'histoire. Ou ce qu'ils ont gardé. Ce sera peut-être plus rapide. Tout débute encore une fois sur l'île de Berk, une petite terre émergée où il ne neige que 2 fois par an. Une fois pendant un jour et la seconde pendant les 9 mois suivants. Sur cette île, on retrouve un village d'irréductibles vikings, nos Hooligan Hirsutes, qui est composé, selon les estimations, de 250 à 300 vikings. En plus de ces nobles guerriers, on a des moutons tout mignons et des dragons vachement moins mignons. La question est donc de savoir pourquoi est-ce qu'ils restent sur une île où il y a un risque de combustion à chaque seconde. Eh bien parce qu'ils sont là depuis 300 ans et qu'ils ne vont quand même pas partir sous le seul et unique prétexte que la faune veut leur mort. Et déjà, première différence, là où les humains et les dragons ont fait la paix depuis bien longtemps dans le bouquin, ici ils continuent à se taper dessus. Rappelons que la paix selon les vikings et les dragons, c'est d'un côté piquer ta progéniture et de l'autre cramer ta progéniture. En termes de dragons, on y retrouve les Grog, dragons tellement féroces qu'ils ont la capacité de s'endormir en volant. Pas la menace la plus effroyable, donc on va les qualifier de pitbull des dragons. C'est aussi un dragon qui ne crache pas directement du feu, il se contente de mâcher des bouts de cailloux et de les recracher sous forme de boules de lave.
et son œuf c'est une grenade. Le cauchemar monstrueux fait également son retour, étant toujours la crème de la crème brûlée en termes d'allume-gaz volant. Ils ont également le feu le plus puissant à base de kérosène, et leur salive... Bon, leur salive elle peut servir d'adhésif. Comme quoi c'est pas toujours mortel un dragon. Dans les nouveautés on trouve des dragons vipères, qui ont cette particularité de ne pas ressembler à des vipères, parce que c'est des wyverns, alors que le wyrm existe. Et pour ce dragon, on peut dire qu'il a une très petite vision pour tout ce qui se trouve devant lui, du fait de son énorme tarin qui l'empêche de voir plus loin que le bout de son nez. Donc, niveau menace, on redescend d'un cran, même s'il a l'un des feux les plus chauds à base de magnésium, ce qui sera aussi quelque part le cas du Bractor. Un dragon bicéphale, chaque tête ayant sa personnalité et son indépendance. Et on sait tous que c'est le genre de créature qui a énormément de chances de survivre dans la nature sans se bouffer son propre nez. Vite, retire l'épée du fourreau, je veux lui trancher la Oh, tête. tranche donc ta propre tête et rends-nous donc tous service. C'est aussi un dragon qui, même s'il s'est volé, préfère rester au sol, parce que ses ailes sont trop petites pour supporter efficacement son poids. Niveau flamme, la tête droite balance un gaz verdâtre, alors que la tête gauche enflamme le tout. Après cette parenthèse dragon, revenons à nos vikings. En chaîne de cette joyeuse troupe, on retrouve Stoïc la Brute, toujours aussi vaillant, ainsi que son fils Harold, toujours autant une déception sur le côté viking. Et après la dernière attaque de dragon, c'en est trop pour d'autres chefs qui décident de faire une ultime expédition contre eux. Sauf que ça n'a pas trop l'air d'enchanter le reste de la tribu, dont ce type et sa capacité à se téléporter ici. Franchement, vous auriez pu faire un effort. Ceux qui restent à terre veilleront sur Harold. J'embarque avec Stoïc. Ben voilà, une fois qu'on a le bon levier, c'est facile de se faire entendre. En même temps, s'occuper d'Harold, c'est pas une tâche facile, parce que là, il vient de se barrer. Comment? Ouais, il se trouve que lors de la dernière attaque du dragon, il en a touché un. Sauf que personne ne le croit, donc pour le prouver, il va chercher son dragon. Et c'est pas n'importe lequel, c'est le plus dangereux d'entre tous. Un furie nocturne. Et ben voilà, j'avais dit que ça existait. Une créature légendaire que personne n'a jamais vue et qui ne rate jamais sa cible. Ce qui est un peu stupide comme description, parce que si personne ne l'a jamais vue... Comment les légendes prendraient forme dans ce cas-là? Et après ce subtil indice sur la direction prise par sa proie, Harold tombe sur le dragon endormi et se prépare à l'oxyre de ce monde afin de prouver sa valeur. Sauf que devant l'adorable créature, il n'a pas le courage de le faire. Et de toute façon, je suis pas sûr que son couteau à beurre aurait eu une quelconque efficacité. Donc à la place, il le libère et se fait bouffer. Non, le dragon lui gueule juste dessus avant de s'enfuir. En rentrant à la maison, notre jeune viking apprend qu'il va pouvoir participer à l'initiation pour devenir un chasseur de dragons. Ce qui, au vu de son expérience dans le domaine, l'enchante moyen, mais son père ne veut rien entendre avant de prendre le large pour aller détruire ce nid de dragon sur l'île voisine. Oui, parce que dans cet univers, les dragons ne vivent pas sur la même île. En même temps, vu sa taille, à part le village, il n'y a pas la place. Donc c'est le premier cours et on peut y découvrir les jeunes vikings qui vont participer à cette épreuve. Dans un premier temps, on a Rustic qui perd ses tatouages et son lien de parenté avec le héros, mais qui se paye aussi le luxe d'être un peu plus intelligent que son pendant de papier. D'aucuns diraient que c'était pas spécialement dur. Par contre, il a toujours son côté arrogant. Dans les récupérés du bouquin, on retrouve aussi Findus, renommé Varek pour l'occasion. Et à part le nom commun dans la version originale, il n'y a pas beaucoup de lien entre les deux. Déjà, en termes de physique, c'est un peu comme si le Findus des bouquins avait bouffé Allen, ce qui expliquerait pourquoi il est absent du film. Il est aussi reconnu comme étant le plus intelligent des enfants, mais aussi le plus lâche. Alors que, de mon point de vue, quand tu es face à un truc avec des dents acérées et capable de cracher du feu, se barrer me semble être l'acte le plus intelligent qui soit. Non, l'acte le plus intelligent, c'est de se barrer vite. Dans les nouveaux arrivants, on découvre les fers tête dure, Rock et Gravillon. Non, ça c'est pas la bonne licence. Les jumeaux crâne dur et cogne dur, typiquement l'archétype des jumeaux dont le seul but est de se battre l'un contre l'autre, plus que contre leur ennemi commun. Ça c'est histoire d'avoir un petit running gag dans la bande. Et enfin, dernière mais pas des moindres, Astrid dont notre petit viking est amoureux, qui est la meilleure parmi les meilleurs, première de classe, bonne dans toutes les disciplines. Tout ça va nous amener à notre premier cours, à savoir la théorie pour affronter un dragon. Non, la pratique pour affronter un dragon. On va pas s'emmerder avec la théorie. Oui, alors par contre, petit détail, c'est le premier cours pour apprendre à les tuer là. Oui, donc pourquoi la veille, ils étaient déjà en plein milieu du champ de bataille face à ces créatures? Le premier cours consiste donc à affronter un Gronk avec un échec cuisant pour nos vikings, qui se font soit éliminés, soit qui meurent dans le cas d'Harold. Fort heureusement, il se fera sauver par Gullfort, instructeur et forgeron, parce qu'un forgeron, c'est clairement le mieux placé pour instruire. Et il est très à droite, ses mains. On n'en a pas parlé parce que son rôle est quand même minime, mais il apparaît aussi dans le bouquin, sous le nom de Tronche, et il est déjà instructeur.
mais pas forgeron. Et pour clôturer cette journée de boulot, Gullford invite ses recrues à lire l'encyclopédie des dragons. Voilà, on s'est fait avoir une fois, on sait qu'il n'y a rien dedans, on passe. Classification des dragons. Classe mystère, frayeur extrême, ouragan... Attendez, là c'est un vrai bouquin avec des chapitres et tout? Il semblerait. Mais ça n'a pas de sens. Absolument aucun. Je veux dire, l'univers dans lequel les dragons et les humains ont fait copain-copain pendant des décennies, l'encyclopédie, elle fait une page, et celle du monde où ils se tapent sur la tronche, elle fait la taille de mes bouquins sur Hitchcock. Comme le dit l'adage, connais tes ennemis mieux que tu ne connais tes amis. Mais c'est pas ça l'adage. Ouais, garde tes ennemis encore plus proches que toi-même. Bon, l'encyclopédie a beau être gigantesque, elle aurait curieusement pu se résumer à une seule page avec une seule phrase. Les dragons, c'est mortel et faut les tuer vite. Tous, sauf le Furie Nocturne. Parce qu'on n'a pas d'infos dessus. Et le fait est que, dans la seule rencontre de ces dernières années, celle d'Harold, il n'a pas fini à la casserole. Donc, pourquoi? Eh bien, c'est la question que notre jeune viking va chercher à élucider. Pour ce faire, il se rend dans la clairière où le dragon a curieusement élu domicile et tente de se rapprocher de la bête. Ce qui nous permet de constater deux choses. Premièrement, les dragons n'aiment pas les anguilles. Et deuxièmement, le Furie Nocturne a quand même un dédoublement de la personnalité assez sévère. Là il est gentil, là il est méchant. Gentil, méchant, gentil, méchant, gentil... On découvre aussi qu'il a des crocs rétractables, comparé à son pendant de la dernière fois qui n'avait pas de Chico, justifiant ainsi son nom de croque-mou. Parce que dans tout ce qu'ils ont bazardé pour changer l'histoire, ils ont quand même jugé bon de garder le nom du dragon. Ah, c'est moi qui ai eu l'idée de le garder. Mais la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'il reste dans cette clairière? C'est tout simplement car il lui manque la moitié de sa queue servant d'aileron. Et une fois qu'il s'en rend compte, Harold met ses compétences de forgeron à l'œuvre pour créer une prothèse qui fonctionne du premier coup. Ce qui est assez exceptionnel. Dans les autres particularités du dragon, ils deviennent dingues face à cette herbe et ils adorent les gratouilles derrière la tête. Toutes ces connaissances vont lui permettre de passer les cours sans aucune difficulté, devenant adulé par ses camarades à l'exception d'Astrid qui commence à l'avoir mauvaise de se retrouver au second plan. Et c'est à ce moment précis que les vikings partis en vadrouille rentrent au bercail. Ça s'est bien passé? Ça s'est mal passé? On va dire que ça s'est passé. Harold en profite pour tester ses nouvelles techniques de vol avec Croque-Mou, montrant des capacités hors du commun en termes de pilotage et... Évidemment, il survit, mais il se rend surtout compte que les dragons, c'est pas si mortel et faut pas les tuer vite. Petite parenthèse, ça, c'est un terreur terrible. Un petit dragon d'apparence inoffensif, mais dangereux une fois en bande. On les compare d'ailleurs à des pigeons. Et surtout, ça devait être à la base Croque-Mou, ce petit dragon étant inspiré du dragon de jardin des bouquins, race à laquelle appartient le héros du livre. Alors, tout va bien si ce n'est trois petits problèmes. Déjà, son père le prend pour un tueur de dragons, il risque d'être déçu. Étant le meilleur de sa classe, c'est à lui que revient le droit de tuer le prochain dragon, il risque d'être déçu. Et enfin, Astrid découvre son secret et le reptile qui va avec, ce qui lui donne cette première impression. Mais bon, après un petit vol sur le dos du dragon qui la met dans cet état, mais qu'est-ce qu'on a foutu dans sa cerveau assiette pour qu'elle soit dans cet état? Elle change d'avis et commence à apprécier la bestiole. Il est démentiel. Cependant, lors du vol, il se retrouve dans le nid des dragons et découvre la terrible vérité. Parmi tous ces petits lézards... Dragon, dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Il y a d'énormes dragons. Donc je dirais que c'est le moment parfait pour céder à ce doux sentiment de panique. Non, pas encore. Bon bah... pas de panique alors. À la place, c'est l'heure de l'épreuve finale, durant laquelle Harold doit affronter un cauchemar monstrueux devant les vikings en délire tel un gladiateur du Moyen-Âge. C'est pas un peu dangereux comme épreuve? C'est totalement dangereux. Surtout qu'à la place d'affronter le dragon, il va essayer de l'amadouer. On n'a aucune raison de vouloir leur mort. Fort heureusement, il va se faire sauver par Croque-Mou. Fort malheureusement, Croque-Mou va se faire mettre en cage par les hooligans. Et pour couronner le tout, Stoic apprend que le Furie Nocturne peut les amener au nid de dragon. Donc branle-bas de combat, les bateaux repartent avec Croque-Mou comme boussole sous le regard d'un Harold désemparé. Notons bien que tous les dragons peuvent servir de boussole, donc le fait qu'ils ne l'aient jamais fait alors qu'ils ont des dragons sur l'île depuis le début, on va pas leur demander d'être intelligents non plus.
Et pour ce qui est de l'abomination géante, c'est pas un problème. Bien sûr que c'est un problème, mais pour ça, Harold a un plan dingue. Apprivoiser les dragons présents sur l'île avec la bande de gamins pour aller sauver les balourds à la barbe épaisse. Rustic garde son cauchemar monstrueux des bouquins, Varek récupère le gros, les jumeaux héritent du Bractor, et pour Astrid, il reste la vipère. Ils arrivent pile poil au moment où nos vikings sont pris de ce mouvement de panique que j'avais prédit à la vue du gros dragon. J'ai fait pipi culotte. Et pendant que les jeunes hooligans s'occupent de la bête, Harold va sauver Croque-Mou car il lui faut bien un dragon aussi. Stoic vient sauver son fils et tout comme Oliver se rend compte que le dragon est ton ami. Alors, c'est le ballon. Maintenant que le duo de choc est réuni, ils partent affronter la mort rouge. Elle n'est jamais vraiment nommée dans le film, mais c'est comme ça qu'elle est définie. Ce dragon, c'est le pendant de la mort verte du bouquin, mais encore une fois, entre les deux, il n'y a pas grand chose à voir. Là où le dragon colossal verdâtre était un dragon des océans, ici c'est un dragon enflammé. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, parce que la caractéristique commune qu'on a vue à tous les dragons dans ce film, c'est de cracher du feu. Autre différence, là où le cycle des dragons des mers c'était dormir, se réveiller, tout bouffer, se rendormir, ici la mort rouge oblige les dragons alentour à voler le bétail des humains pour lui offrir en tribut, sans quoi elle s'adonne aux joies du cannibalisme. J'aime bien le fait que c'est le dragon le plus puissant de l'histoire, mais il est même pas capable de bouger son cul pour aller chercher à bouffer. En dehors de ça, hormis le fait que la mort rouge n'est pas vraiment rouge, son premier design était quand même vachement mieux. Tu veux dire celui du bouquin? Non, je veux dire celui de Nico Marley, l'un des animateurs qui a fait les concept art d'à peu près tous les personnages, et qui, avant ça, avait travaillé sur le film La Bande à Picsou, parce que tout le monde vient de chez Disney. Nous d'un kilt écossais. Et parmi tous les concepts, on retrouve ce dragon bioluminescent. Alors, il est toujours pas rouge, mais au moins on peut lui reconnaître une certaine originalité. Le combat entre les deux dragons se passe dans les nuages, ce qui donne des allures d'orage à chaque coup porté par le Furie Nocturne. Soit une belle référence au mythe dragon, dieu de la foudre, mais je suis pas sûr que ce soit volontaire. Bref, la mort meurt, ce qui n'est pas une phrase qu'on entend tous les jours, et Harold finit par trépasser dans l'explosion. Ouais non, depuis le début de la vidéo, on fait le gag sur sa mort, donc vas-y, balance le générique. Alors, je voudrais bien, mais... là, en l'occurrence... Oh, mon fils. ouais, c'est plutôt cramé. Harold! Attends, il y a peut-être un espoir. Il est vivant! Tu me l'as ramené vivant! Ah, tiens, il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Ouais, enfin, il est vivant en partie, parce qu'il a perdu une jambe dans la manœuvre, offrant un joli parallèle avec son dragon. Bref, tout est bien qui finit bien, les vikings et les dragons finissent par devenir amis, et s'apprêtent à vivre de nouvelles aventures. Au final, le film, il retrace plutôt l'histoire d'Harold. Bah oui, c'est le cas depuis le début, ils ont pas gardé grand chose, mais le personnage principal, c'est le même. Mais pas ce Harold, le premier Harold, l'ancêtre, celui qui a provoqué la paix entre les dragons et les humains. D'ailleurs, une histoire qui a été racontée 2 ans avant la sortie du film. Ah ouais, donc si je comprends bien, ils se sont foutus de ma gueule au final. Ils vont m'entendre, ces types. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Tweaker pour vous servir.